Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Bien, aujourd'hui, on va parler, donc je suis un peu en retard, mais c'est pas très grave. Pardon. Du coup, on va parler à la fois de... putain, j'ai ma voix qui est bizarre. Du coup, on va parler à la fois de Crown Jewel et de Halloween Havoc Nuit 2 dans cette vidéo. Voilà, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos sur les deux puisque j'étais en vacances, il y a eu l'anniversaire du maître d'Anacalypsie, voilà. Donc, puis j'étais en train de travailler aussi sur d'autres projets, donc pas trop le temps, voilà, de faire ces vidéos-là. Mais du coup, bah, je les fais maintenant et j'espère que ça vous plaira. Comme vous avez vu dans le titre, voilà, on va parler d'un bon show et d'un show plutôt moyen, hein, une petite référence au film Le Bon, la Brute et le Truand. Par contre, je sais pas pourquoi mon son est aussi fort alors que mon micro est plutôt loin de moi. Je ne comprends pas. Au moins, vous allez bien m'entendre. En tout cas, je baisserai un peu le son sur mon logiciel. Bref, je comprends pas pourquoi ça bug comme ça. Bon, tant que c'est pas les grésillements comme avant, voilà. Du coup, je vais d'abord parler de Crown Jewel et ensuite de Halloween Havoc parce que, bah voilà, pour être honnête, bah, Crown Jewel c'était plutôt moyen et Halloween Havoc, je me suis plutôt éclaté. Donc là, je vais parler d'une traite de Crown Jewel assez rapidement. Hein, moi, vous me connaissez, j'aime beaucoup causer. Et ensuite, je parlerai de Halloween Havoc d'une traite. Je mettrai peut-être deux trois photos comme ça, chacune leur tour, histoire de montrer deux trois trucs que j'ai trouvé sympas durant le show, enfin chacun des shows, mais voilà. Euh, du coup, premier match de Crown Jewel. Alors, il y a eu d'abord le kick-off, hein, Sami Zayn contre JD McDonough. J'ai pas regardé le match, mais j'avais pronostiqué, vous pouvez voir dans l'onglet communauté, j'avais pronostiqué une victoire de Sami Zayn, parce que JD McDonough, c'est vraiment le jobber, hein, le mec, comme il faut quelqu'un du Judgment Day quand même qui puisse se faire casser la gueule par les super gentils, et ben forcément c'est J.D. McDonagh qui a ce rôle-là, donc je vois pas pourquoi il allait gagner un match. Et effectivement, il n'a pas gagné le match. Donc c'était très facile de pronostiquer le kick-off, et j'ai réussi. D'ailleurs, je crois que sur les 8 matchs annoncés, je crois qu'il n'y a que deux pronostics que j'ai eu de faux. Il y en a un en plus que j'aurais pu avoir de bon, j'aurais pu faire un 7 sur 8 en bon prono, mais bah, malheureusement, il y en a un où je me suis dit, allez, on va tenter un truc, et finalement, j'aurais peut-être pas dû. Mais voilà. Ensuite, premier match du show en lui-même, donc Seth Rollins contre Drew McIntyre pour le titre World Heavyweight. Mon pronostic c'était Seth Rollins, hein. Je voyais pas Seth Rollins perdre maintenant. Il y avait toute l'histoire là de la frustration de Drew McIntyre qui voulait quitter la compagnie ou pas. Donc on se dit son contrat il se termine prochainement, s'il veut vraiment quitter la compagnie, bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt de lui faire gagner le titre maintenant. Du coup, lui donner, ça pourrait le pousser à signer une rallonge, mais s'il veut partir, ça n'a pas d'intérêt, on verra avec le temps. En tout cas, le match était sympa. J'ai noté deux trois spots que j'ai trouvé cool, notamment le joli combo de Rollins avec un salto. Du coup, il était sur le tablier, il saute à l'intérieur avec une sorte de salto, soit une bombe sur Drew McIntyre pour ensuite repartir de l'autre côté en Lion Soul, donc une sorte de moonsault en prenant appui sur la deuxième corde. J'ai trouvé le combo vraiment génial. Un peu plus tard, on a Seth Rollins qui va contrer un pedigree, non pas, qui va contrer une close line en un truc un peu chelou mais qui va lui permettre de placer son pedigree. C'était vraiment très cool. J'aime bien les enchaînements comme ça qu'on peut avoir dans certains matchs. Seth Rollins va également contrer le Claymore Kick avec un super kick, puis en remplaçant le stomp, mais ça ne suffit pas. De toute façon, dans les matchs de championnat, les finishers ne servent à rien, ou du moins pas en étant utilisés qu'une seule fois. Et Seth Rollins, du coup, va quand même remporter ce match en esquivant le Claymore Kick, puis en plaçant son pedigree, puis son stomp à la suite. Et voilà.
J'ai noté en commentaire le public est à fond derrière Drew McIntyre, c'était très bizarre, mais en même temps il a eu une belle promo, enfin pas une belle promo, mais une belle vignette juste avant en racontant sa frustration que son plus grand moment de sa carrière, c'est d'avoir été champion du monde, enfin champion de WWE, et que bah, malheureusement ça a été durant la période du Covid, donc devant personne, voilà, et que cette fois il veut tenter de récupérer ce titre, mais devant un public. Donc la vignette de Drew était vraiment pas mal. Et ensuite, ce que j'ai noté d'intéressant, c'est que pendant le match, Drew McIntyre va travailler le dos de Seth Rollins, que l'on sait était déjà au milieu de cette storyline avec Shinsuke Nakamura, le dos blessé de Seth Rollins, Shinsuke Nakamura qui avait beaucoup travaillé dessus, et du coup, Drew McIntyre, plutôt intelligemment, a continué ce travail-là par la suite. Du coup, à ce moment-là, quand le match est terminé, je l'ai noté 3 sur 5. Parce que je me suis dit, le match il est bien, on a deux très bons catcheurs, mais voilà, le show, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai regardé en direct, sauf le main event. Le main event, je l'ai vu en décalé parce que le show il commençait à 18h et que j'avais prévu de faire des trucs avec ma mère et mon frère euh, au moment du repas et juste après le repas. Donc le main event, je l'ai regardé un peu plus tard, mais tout le reste, je l'ai vu en direct. Mais de toute façon, le main event était prévisible de fou comme résultat, donc c'était pas non plus dérangeant de pas le voir en direct. Et du coup, j'ai rehaussé un tout petit peu la note, puisqu'ensuite on a Damien Priest qui est arrivé avec du coup sa mallette Money in the Bank. Ça m'a surpris, en même temps je me suis dit, il était temps. Il était temps, en plus on a un Seth Rollins totalement blessé au niveau de son dos, qui en peut plus. On dit ok, ça y est, Damien Priest, champion du monde poids lourd. Et là, au moment où il s'apprête à cash in, on a Sami Zayn qui l'agresse et qui prend la mallette et qui s'enfuit. Et j'ai mis 0,5 en plus pour cette petite fin, parce que j'ai trouvé ça plutôt cool, parce que enfin, j'y ai cru au cashing. Alors, peut-être que certains n'y auront pas cru, mais moi, honnêtement, j'y ai cru quand Damien Priest est arrivé avec l'arbitre, qu'elle commence à dire allez, vas-y, tu lances le cashing et tout. Je me suis dit, ah ouais, là, j'y crois, ça y est, Damien Priest, il va devenir champion du monde poids lourd. Et au final, non, Sami est intervenu et tout. Et en soi, ça m'a pas dérangé plus que ça, dans le sens où Sami Zayn, il y a 1 ou 2 semaines, il a délivré une promo qui est incroyable, où il racontait qu'il en avait marre du Judgment Day, mais qu'il fera quand même tout pour les empêcher de dominer la compagnie et tout. Enfin bref, une promo qui est très très cool à voir. Et du coup, ça fait vraiment sens. Voilà, s'il veut les empêcher de dominer, forcément, faut qu'il empêche Damien Priest de cashing et de devenir le champion, le visage de Raw. Du coup, c'est plutôt intelligent ce qu'a fait Sami. Mais bon, j'allais pas non plus mettre un point en plus juste pour un tout petit moment de 1-2 minutes à la fin, parce que le match en lui-même était bien, mais sans plus. Ensuite, deuxième match, Fatal 5-Way, Rhea Ripley contre Zoe Stark, contre Nia Jax, contre Raquel Rodriguez, contre Shayna Baszler pour le titre World Heavyweight féminin. Mon pronostic c'était Rhea Ripley. Alors j'avais mis, vous verrez dans l'onglet communauté, j'avais mis victoire de Rhea Ripley ou cas à part Shayna Baszler qui pourrait limite gagner mais en faisant le tomber sur quelqu'un d'autre. Bon, mon prono de base était Rhea Ripley qui a été le bon, donc ça va. Mais voilà, je vais mis un second prono sur ce match parce qu'avec autant de catcheuses, on aurait pu avoir une surprise. Et du coup, en truc plutôt sympa, j'ai noté une souplex de Shayna Baszler sur Nia Jax avec l'aide de la puissance de Raquel Rodriguez. C'était plutôt sympa. La triple soumission de Shayna Baszler sur, je crois, Rhea Ripley, Raquel Rodriguez et Nia Jax. Et du coup, je crois que c'est Zoe Stark qui va casser la soumission. C'était plutôt cool. Et j'ai noté au final victoire de Rhea Ripley avec un riptail de la deuxième corde sur. Alors, elle fait le riptail sur Zoe Stark, mais dans les faits, quand elle tombe sur Raquel Rodriguez qui tente un tombé sur Shayna Baszler. On va revenir dessus parce que c'est du n'importe quoi ce final.
Le match en lui-même est plutôt sympa, voilà, il y a des bonnes choses. Les commentateurs français mettent beaucoup en avant Zoé Stark et ça je trouve ça cool de bien la présenter et bien la mettre en avant pour le public français qui ne suivrait pas spécialement NXT. Moi, comme je suis NXT depuis à peu près un an maintenant, Zoé Stark, je la connais bien. Enfin, je la connais bien. Je la connais comme on peut connaître quelqu'un qui a travaillé, enfin, que j'ai vu travailler pendant un an, toutes les semaines. Mais voilà, Zoé Stark, je suis habitué à son catch et personnellement, j'aime beaucoup. Et là, j'ai trouvé ça cool qu'on la mette pas mal en avant. Par contre, ce que j'ai noté, alors deux commentaires que j'ai mis. Alors oui, le match, j'ai mis 2,5 sur 5. Et pour moi, il y a deux problèmes principales, enfin même trois, au fait que la note soit autant baissée et ne valent pas plus que la moyenne. Déjà, un, c'est les musiques. Alors, surtout les musiques de Nia Jax et Shayna Baszler, parce que moi j'aimais beaucoup leurs anciennes musiques. Je me souviens en 2019, j'aimais bien écouter le thème de Nia Jax, que je trouve très cool, et celui de Shayna Baszler aussi avec le temps, j'aimais bien l'écouter, je le trouvais vraiment pas mal. Mais là, ils ont changé, je les trouve pas dingue. Par contre, ils ont fait plus ou moins honneur au nouveau surnom de Shayna Baszler, qui du coup a récupéré le surnom de Ronda Rousey en étant là plus The Most Badass Woman on the Planet, un truc comme ça. Ce qui se va plus ou moins se vérifier dans le match. Shayna Baszler va avoir des bonnes offenses, mais au final, c'est quand même Ripley qui conserve. Et le point surtout qui m'a fait baisser énormément la note, c'est le finish. Alors déjà, le match, il est sympa, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Je veux dire, il y a des moments où t'en as qui dorment, tu sais même pas pourquoi ils dorment, parce qu'ils n'ont pas spécialement reçu de coup ou quoi que ce soit. Enfin, ça, c'est le problème des matchs à plusieurs. Mais surtout, le finish est nul à chier. Le finish, c'est ni fait ni à faire, parce que vraiment, t'as Shayna Baszler qui est au sol, parce que de mémoire, euh, Rhea Ripley a place son riptail sur Shayna Baszler. Si j'ai bonne mémoire, du coup Shayna Baszler, elle est entre guillemets KO. Du coup, enfin Ronda Rousey, non, Ronda Rousey elle est plus là. Rhea Ripley elle monte dans les cordes, je sais plus trop pourquoi. Elle se retrouve à se battre avec Zoe Stark dans les cordes et elle commence à la prendre en position de Riptail. Je dis bon, elles sont en train de se battre là, à la limite c'est normal. Par contre, le truc où je me suis dit c'est complètement débile, c'est Raquel Rodriguez. C'est-à-dire que tout le temps où Rhea Ripley et Zoe Stark étaient en train de se battre dans les cordes et tout, la meuf a eu le temps de faire le tomber 1 milliard de fois, si j'exagère, elle avait largement le temps de faire le tomber, pendant que les deux femmes étaient en train de se battre et étaient en train, le temps que Rhea Ripley se mette Zoe Stark en position retail et tout, elle avait large le temps de faire tomber Raquel Rodriguez, et non, là, elle se met à tenter le tomber sur Shayna Baszler au moment où Rhea Ripley décide de sauter dans le vide pour faire le retail. Là, tu te dis, mais c'est nul. C'est quoi ce bordel? Tu te dis, mais Raquel Rodriguez, t'es trop conne. Je veux dire, t'as Rhea Ripley qui s'apprête à faire le retail sur Zoe Stark en atterrissant sur Shayna Baszler. Tu te dis, sois intelligente. Tu attends. T'es sûr que les deux autres, elles vont être KO. T'attends que les deux ont atterri. Tu chopes Rhea Ripley, tu la fous dehors, tu fais tomber sur Zoe Stark et Shayna Baszler en même temps si t'as envie, et puis tu remportes le titre. Mais là, c'était, je comprends pas. Ah, peut-être que c'est un problème de timing, hein. Peut-être que à la base, Raquel Rodriguez devait déjà être en train de faire le tomber et que elle s'y est pris trop tard et du coup ça fait un move hyper bizarre. Mais franchement, j'ai pas du tout aimé le finish, ça m'a gâché le truc. J'ai trouvé que c'était n'importe quoi comme finish. Ensuite, match 3, on a eu John Cena contre Solo Sikoa. Mon pronostic, je me suis dit, on va tenter. J'ai proposé Solo Sikoa et je suis content parce que c'est. Enfin, je suis content. Content parce que c'est lui qui a gagné, en plus sans intervention, personne n'est venu l'accompagner. Voilà. Mais je me suis dit en même temps, c'est John Cena, il y a toute cette histoire de John Cena qui n'a pas gagné de match
depuis 2018. Là, je suis actuellement en train de regarder la review de Sturi. Donc apparemment, en plus, sa dernière victoire, c'était à Crown Jewel, justement, contre Triple H en 2018, donc il y a 5 ans. Donc effectivement, on se dit, est-ce qu'on va avoir ce grand feel-good moment de John Cena qui remporte enfin sa première victoire télévisée depuis 5 ans. Et au final, non. Voilà. John Cena va juste se faire punir, hein, très clairement, pendant un bon moment, parce que mon commentaire, c'est match très très long. Vraiment, je me suis un peu ennuyé. Alors, on a beaucoup mis en avant Solo Sikoa, le fait qu'il faisait hommage à sa lignée, notamment au regretté Umaga, personnellement que j'adorais à l'époque Catch Attack. Mais bref, en résumé, j'ai noté des choses intéressantes, notamment John Cena qui va travailler sur la main euh, dont Solo Sikoa utilise pour le Samoan Spike. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Mais à part ça, le match est très lent. John Cena se fait totalement démonter pendant quasiment tout le match parce que John Cena va prendre le contrôle en début de match et ensuite il va se faire rétamer jusqu'à sa défaite. Et du coup, défaite qui est par Solo Sikoa qui va placer réussir enfin à placer Samoan Spike. Il va tenter plein de fois, il va pas réussir. À la fin, il va réussir à en placer un et puis il va en enchaîner plein sur un John Cena totalement inconscient et il remporte le match. J'ai mis aussi 2,5 sur 5 parce que honnêtement, je suis très content qu'on mette en avant Solo Sikoa parce que avoir une victoire contre une ancienne légende comme John Cena, c'est un truc d'incroyable. Mais en même temps, je me suis fait chier, hein. Faut l'avouer, je me suis fait chier. Parce que le match, il est intéressant dans la construction de Solo Sikoa, de façon de construire fort, puisqu'il bat l'ancien visage de la compagnie. Mais en même temps, le match, il n'était pas aussi fou que ça. Honnêtement, moi, je me suis beaucoup ennuyé. Et c'est pour ça que mon commentaire, j'ai mis match est trop trop long, c'est long. Je me suis vraiment ennuyé. Ça aurait dû être un peu plus court. Pas au point d'un squash, mais ça aurait pu être plus court. Ensuite, match 4, Rey Mysterio contre Logan Paul pour le titre des États-Unis. Alors là, c'est le moment où j'ai raté enfin un prono. Puisque Rey Mysterio va perdre son titre alors que j'avais pronostiqué sa victoire. Parce qu'effectivement, je m'étais dit, on a Roman Reigns qui est champion, mais qui ne défend pas beaucoup son titre. On a Rhea Ripley qui est championne, qui ne défend quasiment jamais son titre. D'ailleurs, on a osé me soutenir que non, c'est faux, Rhea Ripley, elle catch souvent. Je ne sais pas à quelle période ou à quel titre de championnat Rhea Ripley a dans l'univers que regarde ce gars, mais en tout cas, c'est clairement pas le titre World Heavyweight parce qu'elle a dû défendre à peine 4 ou 5 fois depuis qu'elle a le titre, ce qui est vraiment pas beaucoup en plus de 200 jours. Bref. Et je me suis dit, ça fait quand même déjà 2 personnes, 2 champions qui défendent peu, qui ont des ceintures. Je me suis dit, est-ce que la WWE va vraiment donner un 3e titre à un catcheur qui, alors Rhea Ripley, elle est là, elle est présente, mais c'est vrai qu'elle a jamais de rivalité pour son titre. Je veux dire, les matchs de championnat qu'elle a fait, c'était pas hyper bien construit. D'ailleurs, le Fatal va avouer en soi, bon, ok, c'était que des grosses brawls et tout entre femmes puissantes, mais en termes de construction, c'est pas non plus incroyable. C'est mieux que d'autres choses, mais c'est pas incroyable. Euh, et mais du coup, en termes de défense de titre, c'est pas beaucoup. Logan Paul, moi j'ai peur que ce soit un cas comme Roman Reigns, qui va être champion, il sera là une fois de temps en temps, il va défendre une fois de temps en temps. Alors certes, il fait des trucs impressionnants dans le ring, mais est-ce qu'il méritait vraiment d'avoir un titre? Ça, j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. En tout cas, Rey Mysterio, voilà, moi je le voyais toujours gagnant, mais c'est pas le cas. Du coup, en chose intéressante, j'ai juste noté une sorte de Spanish Fly revisité de Logan Paul depuis le coin du ring, avec Rey Mysterio dans les bras, c'était impressionnant. Et c'était plutôt pas mal.
Et j'ai noté aussi que Logan Paul va remporter son match en plaçant son Lucky Punch avec un point américain. Donc il s'est pris le 619. Comme vous savez, après le 619, Rey Mysterio il fait son splash avec rebond sur la troisième corde. Sauf que là, il se prend le Lucky Punch avec point américain dans la tronche en plein vol. Voilà, victoire de Logan Paul qui remporte la ceinture. Et voilà. Bon, le match était vraiment cool, hein. On a deux très bons catcheurs. Pour moi, ça aurait pu être encore mieux que ça. D'ailleurs, on aura un petit botch de Rey Mysterio qui a été sauvé par Logan Paul. Et j'ai l'impression que depuis, Logan Paul est devenu le Messie. Le mec, oh, il est incroyable, il regarde son professionnalisme, il a sauvé Rey Mysterio. Oui, ok, le mec, il catche bien, je suis totalement d'accord. Ok, il a sauvé Rey Mysterio, je suis totalement d'accord. Même si Rey Mysterio avait déjà les mains au sol quand Logan Paul l'a rattrapé, donc je pense pas que Rey Mysterio aurait une blessure hyper grave, mais effectivement il a été sauvé d'une blessure, très certainement. Mais je veux dire, pour moi, ça n'enlève pas tout le mal qu'a causé Logan Paul avant. Je veux dire, tu peux pas, je sais pas, c'est comme si t'as quelqu'un qui viole plein de gens, qui demain fait une bonne action et que tout de suite on dit oh waouh, incroyable, ce mec est un héros. Alors bien sûr, j'exagère la situation, mais vous voyez où je veux en venir avec la métaphore, quoi. Tu peux pas du jour au lendemain glorifier une raclure juste parce qu'il a fait une bonne action. Voilà. Je suis totalement capable de reconnaître que Logan Paul est un bon catcheur, ça n'empêche que ça reste une personne détestable à la base. Bref. Euh, du coup, je notais le match 3 sur 5. Pour moi, comme je disais, ça aurait pu être mieux. De ce qu'on a vu des deux hommes dans plein d'autres matchs, pour moi, ça aurait pu être mieux. C'était pas incroyable, incroyable. Euh, et mon commentaire, j'ai mis Santos Escobar a-t-il fait exprès de laisser le point américain sur le ring? Puisque il y a un pote de Logan Paul qui va venir, qui va déposer le point américain dont va se servir Logan Paul. Voilà, donc au début il veut s'en servir, sauf que il va se faire pousser par Rey Mysterio, le point américain va tomber à l'extérieur du ring, le pote de Logan Paul va vouloir le récupérer, sauf que Santos Escobar va le faire fuir, sauf que là tu te dis what the fuck. Alors j'ai enlevé des points, notamment pour ce moment à la fin. Même si en fonction des explications de Santos Escobar, du coup, cette note elle peut augmenter, tout comme elle peut rester là. Ce que je veux dire, c'est que ma question, comme j'ai dit, Santos Escobar a-t-il fait exprès de laisser le point américain sur le ring? Je veux dire, le mec, est-ce qu'il est aussi con que ça pour laisser une arme sur le ring en partant poursuivre quelqu'un? Je veux dire, cette arme qui peut permettre à son adversaire de vaincre le chef de son clan. Je veux dire, c'est quand même pas banal de laisser une arme qui permet de vaincre ton boss. Donc, moi, c'est une grande question que je me pose. Est-ce que Logan, enfin pas Logan Paul, mais Santos Escobar est en train de préparer un heel turn et du coup, en pourchassant le pote de Logan Paul, ou du moins en faisant semblant, peut-être que tout était prévu, il a laissé le point américain exprès sur le ring pour voilà, laisser des traces d'un futur heel turn. Et d'ailleurs, si heel turn y a et confrontation avec Rey Mysterio, clairement la note de ce match elle augmentera parce que du coup voilà, ce sera fait exprès. Par contre, si ça n'est pas fait exprès, que Santos Escobar n'a aucune intention de faire un heel turn et d'être en face à face avec Rey Mysterio, enfin rivalité avec Rey Mysterio, et pour moi cette fin elle sera nulle à chier et on restera du 3 sur 5. Parce que si c'était vraiment pas fait exprès et que Santos Escobar a juste été suffisamment débile alors qu'il connaît très bien les règles du monde du catch pour laisser une arme juste à côté de son adversaire, enfin de l'adversaire de son chef de clan, je vous dis, alors là, c'est vraiment de la fainéantise d'écriture et pour moi, ça passe pas. Donc, j'espère de tout cœur que on nous prépare un Ivan Santos Escobar parce que sinon, qui se remette
qui vire les gens qui écrivent ces matchs-là parce que c'est n'importe quoi. Ensuite, on a eu Bianca Belair contre Io Sky pour le WWE Women's Championship. Alors, mon pronostic, alors là, c'est le moment où j'ai dit en intro, où j'ai voulu tenter un truc en mettant Bianca Belair. Parce que je sais que la compagnie, enfin, Triple H adore Bianca Belair et tout. Alors, je me suis dit, est-ce qu'il va nous faire une Charlotte Flair ou Becky Lynch ou Ronda Rousey notamment, hein, les grosses stars, en donnant des titres comme ça hyper facilement à leur retour. Bon, du coup, ça n'est pas le cas, puisque Yosuke a bel et bien conservé, et du coup, je suis très satisfait quand même, mais voilà, je me suis dit, Bianca Belair a toutes ses chances de gagner. En résumé, j'ai mis Yoskai qui va travailler le genou blessé, enfin anciennement blessé de Bianca Belair, chose très intéressante puisque c'est la raison pour laquelle Bianca Belair était absente puisqu'elle avait une blessure au genou euh, ou, euh, ou dans le comment dire, j'arrive pas à trouver mes mots, dans l'histoire, dans l'histoire de Bianca Belair, c'est Damage Control qui l'a blessé, tout ça. Donc c'était plutôt intelligent, déjà bien qu'il y avait l'air, ce soit elle qui affronte Yoskai pour se venger, d'ailleurs c'est ce qu'elle met en avant juste avant d'aller au match, et que Yoskai travaille le genou qui était l'endroit où elle était blessée juste avant, c'est plutôt intelligent. Malgré ça, Yoskai conserve tout de même son titre avec un moonsault suite à une intervention de Kairi Sane. Voilà. Kairi Sane du coup qui fait son retour à WWE après un run à la Stardom. Voilà. Et en plus, non, c'est tout ce que j'allais dire. En note, j'ai mis 2,75 sur 5. Pareil, quand je vois une Yosuke et une Bianca Belair, je m'attends à un gros match, à un truc incroyable, et au final, je dirais pas que j'ai été déçu, mais j'ai trouvé que c'était très en dessous de ce qu'elles peuvent faire. Et je crois qu'aussi, la façon dont a été vendu Crown Jewel a beaucoup joué aussi sur la baisse des notes. Ça veut dire qu'on nous a vendu un Crown Jewel incroyable, on nous a limite vendu un WrestleMania en Arabie Saoudite. Vraiment, on nous a vendu du rêve pour ça. Et en fait, je pense que du coup, quand on se dit, ouais, on va avoir une sorte de WrestleMania bis, et ben forcément, on a des grosses attentes. Voilà, on s'attend pas à avoir des matchs de weekly, quoi. Parce que certains de ces matchs-là se font en weekly, quoi. Donc, vraiment, grosse déception. Pour le show en général. Grosse déception là-dessus. Du coup, comme je disais, voilà, Kairi Sane fait son retour, du coup, en empêchant Bianca Belair de faire son KOD à Bayley sur la table des commentateurs. Du coup, elle sauve Bayley. Ensuite, voilà, elle en profite que l'arbitre est de dos tourné pour attaquer Kairi Sane, pour attaquer Bianca Belair. Elle remet Bianca dans le ring. Sky remporte le match. Ensuite, elle termine Bianca Belair avec une belle descente du coup de Kairi Sane. Voilà, Kairi Sane que moi j'ai assez peu connu depuis que j'ai repris le catch, hein, je vois à peu près qui c'est, les Kabuki Warriors et tout, mais je crois qu'elle est partie à peu près dans les mêmes périodes où j'ai commencé à re-regarder le catch. Euh, et du coup, voilà, Kairi Sane qui fait une forte impression à son retour, même si je me dis grosse déception sur son retour. Dans le sens où on nous l'a très mal vendu, je trouve. Alors déjà, sur les réseaux sociaux, on savait depuis longtemps que Kairi Sane allait faire son retour. On se doutait que ça allait bientôt venir. On savait pas spécialement comment, mais on disait que ça allait bientôt arriver. Mais globalement, euh, je m'attendais à un retour ben, je sais pas, en mode challenge de championne ou un truc vraiment fort. Voilà, comme quand Bianca Belair a vaincu Becky Lynch à SummerSlam et que là, t'as Bayley qui fait son retour et puis qui fait revenir également Dakota Kai, Io Sky pour créer le Damage Control. Ça, c'était un retour de dingue. J'avais adoré. Tu mets hyper bien en avant les gens et tout. Là, le retour de Kairi Sane, je le trouve un peu moyen. Alors, il n'est pas non plus hyper mauvais, puisque voilà,
elle fait quand même forte impression, mais je veux dire, elle arrive, elle sauve Bailey, elle agresse Bianca Belair, mais sur le coup, tu dis, attends, c'est qui ça? Tu comprends pas et tout. Même les commentateurs, tu vois, ils parlent pas trop, t'es en mode, mais c'est qui cette meuf? Puis là, elle se retourne, tu la vois, puis elle fait, ah, waouh, c'est Kairi Sane. Et ouais, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. J'aurais aimé un retour un peu plus grandiose. Euh, mais bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, en match 6, on a Damien Priest contre Cody Rhodes. Mon pronostic, c'était Cody Rhodes parce que comme il est en mode Super Cena, pour moi, Cody Rhodes, il peut pas perdre, hein. À part contre Roman Reigns, le mec, il peut pas perdre. Et je n'ai pas eu tort, hein. Résumé, Judgment Day intervient dans le match, Jey Uso sauve Cody, victoire de Cody Rhodes avec les 3 Crossroads comme avec Brock Lesnar. J'ai même pas mis de commentaire, mais voilà, j'ai mis 3 sur 5 parce que quand même, c'est Damien Priest, c'est Cody Rhodes, le match était plutôt bon, mais je veux dire, c'est ce qu'on voit tout le temps en weekly, quoi. C'est ce que je disais juste avant, c'est ce qu'on voit tout le temps en weekly. Alors heureusement, je regarde pas les weekly parce que ça m'aurait encore plus saoulé, mais juste en regardant les reviews, ça me saoule de voir ce match, quoi. Les interventions du Judgment Day, quand un membre du Judgment Day sur le ring. Et puis Jey Uso, Sami Zayn, machin, qui fait le save qui intervient. Et puis bah, Cody Rhodes qui perd jamais parce que bah, c'est Cody Rhodes, il n'y a que contre Roman Reigns qui perd pas, enfin qui gagne pas. Bref, c'est bref, j'ai pas aimé. Enfin, j'ai pas aimé ici, parce que j'ai mis 3 sur 5, donc c'était pas mauvais, mais voilà, ça aurait pu être beaucoup mieux avec des mecs comme ça sur le ring. Et main event, du coup, Roman Reigns contre LA Knight pour le titre indisputé. Mon pronostic, c'était Roman Reigns, comme celui de tout le monde à peu près, hein, d'ailleurs. Voilà. J'ai noté en résumé intervention de Jimmy Uso pour mettre le pied de Roman Reigns sur la corde pendant un tombé de LA Knight. Et Roman Reigns qui l'emporte après un spear à travers la barricade, puis dans le ring. Voilà. Je me suis dit, bon, victoire normale, hein, voilà. Je crois que peu de gens ont cru réellement à la victoire de LA Knight. J'ai noté 3 sur 5. Le match était vraiment sympa, très long, enfin très long, quand même long comme match. Mais voilà, c'était pas trop mal. Le public s'est enfin réveillé, c'est ce que j'ai noté, parce que c'est vrai qu'en début de show, le public était vraiment très chaud, très bruyant, et au bout d'un moment, le public il s'est éteint, on l'aurait quasiment plus, et là sur le main event, on l'a bien entendu comme au début, ce qui était plutôt cool, parce que le public a été éteint pendant un long moment, et notamment sur le retour de Yoskai, le public a pas trop réagi, hein, et ça c'est très dommage aussi, pas de Yoskai, de Kairi Sane. Mais voilà, en tout cas, victoire de Roman Reigns, c'était logique. Après moi, comme je suis pas dans la hype LA Knight, bah j'étais très content que Roman Reigns y gagne. Mais voilà, je pense que ceux qui étaient dans le train LA Knight ont dû être à la fois déçus et pas déçus parce que bah, c'était la victoire logique, puisque Roman Reigns, pour moi, ne peut perdre son titre que à WrestleMania pour vraiment bien mettre en valeur très certainement Cody Rhodes. Mais voilà, pour moi, Roman Reigns, il peut pas perdre le titre en dehors de WrestleMania, donc il pouvait pas perdre contre LA Knight, malgré le fait que les 3 quarts de l'univers de la WWE est fan de LA Knight. Voilà. Donc on va arrêter là pour Crown Jewel, hein, voilà, on en reparlera vite fait dans la conclusion. On passe donc à Halloween Havoc Nuit 2, donc qui pour moi était clairement mieux que Crown Jewel. Alors maintenant, mon visionnage de Halloween Havoc commence à dater un petit peu, hein, parce qu'on est déjà le lundi soir, enfin lundi soir, techniquement mardi matin, puisqu'il est minuit 30. Euh, et du coup, bah, j'ai vu le show le vendredi, je crois. Non, non, le jeudi. Enfin, j'ai dû voir Halloween Havoc le jeudi et Crown Jewel le vendredi. Non, non, c'est ça. Halloween Havoc, j'ai regardé le vendredi et Crown Jewel le samedi. Voilà, je les ai vus avec un jour de décalage. Donc mes souvenirs sont assez anciens. Du coup, on a débuté avec les Creed Brothers contre Los Lotarios. D'ailleurs, qui sont entrés dans une tenue vraiment très très cool, en tenue d'Halloween avec les masques mexicains et tout, c'était très cool. Pour un TLS match, mon prono c'était Los Lotarios.
Parce que je me suis dit, alors le truc c'est que j'ai fait mes pronos avant de savoir ce qui s'est passé à Raw. Et du coup, j'avais pronostiqué Los Lotarios, que je m'étais dit, ils ont été en finale du tournoi Big Badaboom Royal Rumble, là, ou je sais pas quoi, euh, Battle Royale. Et je m'étais dit, du coup, ils étaient déjà bien placés euh, pour avoir une chance au titre. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ils gagneraient une nouvelle chance pour le titre. Au final, je me suis un peu foiré, puisque bah justement, ce sont les Creed Brothers qui m'ont gagné. Et j'avoue que si j'avais fait mes pronostics après avoir vu les résultats de Raw, bah du coup j'aurais changé mon pronostic parce que les Creed Brothers qui battent Alpha Academy à Monday Night Raw, bah pour moi effectivement le lendemain ils peuvent pas perdre contre une équipe comme Los Lotarios. J'ai rien contre Los Lotarios, ils sont hyper doués et tout, mais voilà, pour moi, une fois que tu as appris ça, ben voilà, les Creed Brothers ils sont dans une trop bonne voie pour aller sur les titres. Donc, voilà, mon prono était pas bon, mais il aurait pu l'être. Du coup, victoire des Creed Brothers avec Brutus Creed qui va pousser Angel Garza à travers une table à l'extérieur du ring. Et ensuite, on voit sa bombe sur Humberto Carrillo qui était sur les épaules de Julius Creed et va donc traverser les deux autres tables. Du coup, le match, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, comme vous savez, je suis pas fan des matchs par équipe, mais celui-là il est très très bon. Je vous conseille d'aller le voir parce que on en voit de toutes les couleurs. Pour moi, il y a quand même deux petits défauts à ce match. Déjà, le 1, c'est que c'est un tornado tag, forcément, comme c'est un TLS. Et du coup, j'ai toujours un peu de mal avec les matchs où bah, du coup, il y a de l'action partout et du coup, t'as pas le temps de voir tout ce qui se passe, quoi. Des fois, il faudrait limite deux visionnages du même match en restant focus sur des personnes différentes pour vraiment comprendre tout ce qui s'est passé. Après, c'est pas un mal quand le match est très très bon, mais c'est toujours un peu chiant de vraiment devoir autant se concentrer. Et ensuite, le deuxième petit défaut, c'est un défaut que j'avais donné au match entre Tiffany Stratton et Becky Lynch, c'est que bah, c'est un match à spot. Et je crois que le match entre les Brawling Boots et Pasquizo et Gallus, je crois que c'était un peu pareil. Et les matchs à spot, pareil, c'est cool, ça met de l'ambiance, mais je suis pas non plus hyper fan. Et quand je parle de match à spot, c'est des matchs où en gros il y a que des spots. C'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de catch, pas quasiment aucune prise de catch et tout. C'est vraiment en mode vas-y, on se fout des coups avec des armes, on se fait tracer à travers des tables. Parce que là, des tables, il y en a eu des tonnes de cassés. Franchement, des spots à travers des tables, ils étaient tous trop cool. Il y en a eu plein. Je crois qu'il y a un moment, je sais plus si c'est chez les Lost Arios et Creed Brothers, où il y a quelqu'un à l'extérieur du ring qui porte un gars sur ses épaules et qui le fait passer à travers la table un peu en mode attitude adjustment et tout. Enfin bref, il s'est passé plein de trucs de dingue. Je vous conseille de regarder ce match. Ensuite, on a Tiffany Stratton contre Fallon Henley qui a été annoncé. Au final, bah, mon pronostic c'était Tiffany Stratton. Et au final, je pense que tout le monde a eu faux au pronostic puisque bah, il n'y a pas eu de match. Et non, il n'y a pas eu de match. Tiffany Stratton a agressé Fallon Henley dès le début. Elle lui a fait une prise de soumission au niveau du poteau du ring et du genou. Ce qui fait que voilà, elle l'a agressé, elle l'a dégommé, elle est repartie. Et voilà. Techniquement, Tiffany Stratton est quand même gagnante de la brawl, mais en soi, il n'y a pas eu de match. Donc voilà. Ensuite, alors là, j'en parle tout de suite de l'histoire au complet, mais on a eu le petit fil rouge de métaphore en mode Scooby Gang avec Dohamda en Scooby-Doo, Oro Mensa en Scooby, et ensuite je vois c'est Lash Legend en Daphné et Jakara Jackson en Vera, ou l'inverse, mais je crois que c'est ça. Et du coup, qui partent à la poursuite de la coupe héritage, et pour ça, ils doivent partir d'une sorte de maison hantée. C'était plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Là, c'était en mode vraiment comique. Contrairement à l'année dernière où l'année dernière avait également eu un truc dans une maison hantée avec les Toxic Attraction et qui se faisaient agresser et défoncer toute une par une par Alba Fire. Et j'avais préféré bah, du coup l'année dernière parce que c'était vraiment filmé vraiment en mode film d'horreur.
limite un slasher, c'était vraiment très cool. Là, c'est pas bon. Après, en même temps, c'est inspiré de Scooby-Doo, donc forcément, c'est plus cool, c'est plus comique, donc c'est quand même assez sympa. Mais voilà, j'ai trouvé que c'est dommage, c'était un peu trop comique pour du Halloween, mais bon, ça passe. Et du coup, un peu comme l'année dernière, du coup, on a le groupe qui tente de survivre, de trouver la coupe. Mais là, du coup, on a les filles, enfin oui, les filles et Euromansa qui vont se faire enlever un par un après avoir été séparés. Noam Dar, il retrouve sa coupe. Ceux qui se trouvent entourés de plein de montres, il a peur. Akira Tozawa le force à avoir un match pour la coupe. Au final, Noam Dar, il accepte et se fait il est là aux prises avec les monstres. Bref, c'était plutôt sympa. Voilà, c'était plutôt sympa. Encore une fois, j'ai préféré celui de l'année dernière avec Toxic Attraction et Alba Fire, mais cette année c'était plutôt sympa, c'était drôle et tout ça. Ensuite, on a eu Dominic Mysterio contre Nathan Fraser, avec Dominic Mysterio qui arrivait en mode prisonnier. J'ai adoré, ça faisait écho du coup à son entrée de WrestleMania quand il a affronté son père, qui était trop bien comme entrée. Là, il a fait une entrée un peu clin d'œil, et c'était très cool. Du coup, match pour le titre nord-américain. Mon pronostic, c'était Dirty Dominic, parce que pour moi, avec Rhea Ripley dans son coin, il ne pouvait pas perdre. Et effectivement, il n'a pas perdu, puisqu'il a remporté le match en poussant Nathan Fraser de la troisième corde sur la table des commentateurs, puis il enchaîne avec son Frog Splash pour la victoire. En plus, à un moment, il a tenté d'agresser Nathan Fraser avec la ceinture de Rhea Ripley, sauf en voulant l'attraper, elle lui est passée sous le nez, elle a glissé de l'autre côté, c'était très drôle. Et le match en lui-même, vraiment, il était bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé Dominic Mysterio dans ce match. Nathan Fraser, un peu moins bien que dans d'autres matchs, dans le sens où habituellement, certes, il est rapide et tout, mais il se loupe pas trop. Que là, à vouloir aller trop vite, il y a des moments où il a un peu botché. Euh, non, attends, si, je crois qu'il a botché. Parce que Carmelo Hayes aussi a raté un peu une prise à un moment donné. Mais là, je crois que Nathan Fraser, c'est un peu pareil. Et surtout, ce que j'ai adoré dans ce match, bah, c'est la fin. Et oui, parce que Wesley a enfin fait son retour. J'en pouvais plus d'attendre son retour. Wesley, c'est un de mes chouchous d'NXT. Je suis trop content qu'il soit de retour. Puisqu'il est arrivé, il a agressé Dominic Mysterio et il a posé avec le titre nord-américain. Donc on va très certainement partir sur une rivalité Dominic Mysterio contre Wesley et très certainement que Wesley va récupérer le titre qu'il a perdu injustement puisqu'il avait perdu du fait que Rhea Ripley l'avait frappé avec la ceinture World Heavyweight. Donc il n'avait pas perdu dans un match clean. Donc j'imagine bien dans le prochain PLE de NXT, Wesley en stipulation contre Dominic Mysterio pour empêcher que Rhea Ripley ou d'autres membres du Judgment Day interviennent et avoir une victoire de Wesley, ce serait vraiment très cool. Bref. Ensuite, on a eu Braun Breaker contre Mr. Stone. Donc, mon pronostic, c'était victoire de Braun Breaker par disqualification. Bon, au final, il n'a pas gagné par disqualification, mais il a quand même gagné le match. Et du coup, ça a été un squash. Voilà, donc Mr. Stone a quand même eu une ou deux offenses, mais il s'est littéralement fait défoncer par Braun Breaker. Voilà, qui a emporté le match avec son spear. Ça a été assez rapide. Et du coup, après le match, Braun Breaker va falloir faire subir à Mr. Stone ce qu'il a fait subir à Von Wegner, donc le foot sur les escaliers et lui exploser le crâne. Sauf que, comme on s'en doutait, la belle histoire, Von Wegner apparaît pour agresser Braun Breaker, bien évidemment, ce qui va fonctionner puisqu'il va réussir à sauver Mr. Stone en mettant une mini raclée à Braun Breaker. Voilà, et forcément tout le monde les empêche de se battre, mais
Von Wegner est vénère et tout ce qu'il veut c'est défoncer Bron Breakker, même s'il n'est pas totalement remis en forme. Ensuite, on a Chelsea Green et Piper Niven contre Jacy Jayne et Thea Hale. Voilà, où j'avais pronostiqué Chelsea Green et Piper Niven pour la simple et bonne raison que les titres par équipe étaient en jeu. Voilà, puisque je voyais mal les titres par équipe du roster principal à NXT. Je veux dire que les titres de NXT, entre guillemets, fassent des bascules dans le roster principal. Alors moi honnêtement ça me dérange un peu, mais en termes d'image, eh ben c'est pas idiot parce que du coup ça met en avant les titres et les catcheurs-catcheuses de NXT qui font des apparitions et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Mais du coup avant les titres principaux, enfin les titres par équipe principaux féminines à NXT, bah du coup ça n'a aucun intérêt puisque bah, les gens de NXT sont là pour NXT, peut-être qu'ils regardent également le roster principal, mais les gens qui regardent le roster principal, eux ne s'intéressent pas spécialement à NXT. Donc et en plus la division par équipe féminine, elle est un peu à chier, hein, faut le dire. Surtout dans le roster principal. Donc les gens sur cette ceinture là, ils en ont encore moins de choses à foutre de voir ce qu'elle devient, cette ceinture. Donc voilà. Du coup, victoire, hein, comme je l'ai dit, de Piper Niven et Chelsea Green. Tout simplement à cause de André Chase. Et oui, André Chase qui va faire perdre son poulain et Jacy Jayne, puisque tout simplement Jacy Jayne va vouloir tricher en frappant Chelsea Green avec la ceinture d'André Chase, donc ce dernier va refuser la triche, et du coup, Chelsea Green va en profiter pour placer son finisher sur Jacy Jayne, et du coup, victoire de Chelsea Green et Piper Niven. C'était le résultat attendu. Ça aurait été quand même très classe d'avoir toute la Chase University, enfin le quatuor de la Chase University avec toutes les ceintures par équipe. Ça aurait eu de la classe, mais du coup, ça n'est pas le cas. Voilà. C'est un peu dommage, mais en même temps, je voyais mal ces ceintures-là en dehors du roster principal. Ensuite, chose qui m'a énormément étonné, c'est le résultat du Breakout Tournament féminin et l'obtention d'un match de championnat contre la Valkyria, mais encore une fois, ça n'est pas totalement dénué de sens. Kelani Jordan contre Lola Vice. Mon pronostic c'était Kelani Jordan parce que depuis le début du tournoi, pour moi c'est évident que Kelani Jordan va gagner. Et je ne suis pas le seul, hein, la plupart des youtubeurs et tout ça que j'ai regardé, pour eux aussi c'était évident que Kelani Jordan allait gagner ce tournoi. Et pourtant, je suis désolé, j'arrive pas de bailler. Et pourtant, c'est Lola Vice qui va remporter ce match. Et effectivement, Lola Vice va esquiver le finisher de Kelani Jordan après une intervention de Lopez qui va servir à rien parce qu'elle va se faire repousser direct. Mais ça va juste permettre à Lola Vice d'avoir du temps pour reprendre ses esprits et du coup esquiver le finisher de Kelani Jordan pour placer directement son coup de pied retourné. Voilà, coup de pied retourné qui va mettre fin à Kelani Jordan. Du coup, comme je disais, le final n'est pas dénué de sens, dans le sens où Ira Valkyria, c'est une face. Donc, c'est plus logique que la personne qui ait un contrat pour l'affronter, ce soit une heel, donc Lola Vice. Il faut se rappeler que l'année dernière, c'est Roxanne Perez qui a gagné le tournoi, et du coup, c'était Mandy Rose, la championne, donc c'est une face qui a gagné avec une championne heel en face. Là, c'est vrai que c'était compliqué de pronostiquer au départ ce match, puisque avant qu'on sache qui allait gagner le titre entre Becky Lynch et Lyra Valkyria, même si, bon, les deux sont très aimés, mais du coup, Kelly Jordan contre Becky Lynch, ça aurait pu passer. Face contre un perso comme celui de Becky Lynch actuellement, ça aurait pu le faire. Mais du coup, avec une Lyra Valkyria, ça peut faire un très bon match contre Kelani Jordan, mais ça fait quand même un face contre face. Donc si tu veux quand même créer une histoire autour de ça, c'est compliqué avec deux faces.
Alors que là, avec Lola Vice, qui est une heal, en plus qui a un tout petit peu triché pour gagner sa chance au championnat de l'Ira Valkyria, et ben ça permet déjà de créer une petite histoire, de préparer vraiment quelque chose de bien, même de rajouter Kelly Jordan à un moment donné dans un triple threat match en disant voilà, t'as triché pour gagner ton combat, voilà, je veux m'incruster dans le championnat, qu'elle passe une épreuve avant, qu'elle pourrait gagner, enfin bref, il y a plein de choses à faire avec ce qui s'est passé dans ce match. Et en même temps, bah, Lola Vice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, comme Kelani Jordan, donc peu importe le résultat, je suis vraiment satisfait. Et ensuite, main event, Carmelo Hayes contre Ilya Dragunov. Pour le titre de NXT, mon pronostic c'était Dragunov parce que je ne voyais pas du tout Dragunov perdre après avoir remporté le match. Et du coup, match qui est excellent. Pour moi, des 3 matchs entre Carmelo Hayes et Patrick Williams et Dragunov, c'est le meilleur. Parce qu'on a eu un premier match qui était très très bon. Et il faut le dire, le premier match était très bon. Ensuite, on a eu un deuxième match qui était encore un tout petit peu mieux parce que les deux catcheurs prenaient en compte ce qui s'était passé dans le premier match. On se souvient notamment du coast to coast, de Ilya Dragunov qui avait été contré avec une magnifique codebreaker, un magnifique codebreaker. Et dans le match numéro 2, Ilya Dragunov retente son coast to coast, du coup Carmelo Hayes repart avec son codebreaker pour le contrer, sauf que Dragunov a préparé le coup et il contre le codebreaker, voilà, c'était un gros bait dans lequel est tombé notre ami Melo. Et là, dans le troisième match, c'est exactement la même chose, mais en prenant en compte ce qui s'est passé dans les 2 premiers matchs. C'est-à-dire que là, il y a des contres, des trucs, à tout va, des références à plein de choses qui sont passées dans les matchs précédents, notamment à nous avec le Coast to Coast. Alors, c'est l'exemple que je prends parce que c'est l'exemple que j'ai là en tête tout de suite, mais ça a été le cas sur plein de choses. Alors, effectivement, Carmelo Hayes s'est un petit peu raté sur le DDT qu'il fait en prenant rebond dans les cordes. Voilà, ils sont un petit peu ratés sur cette prise-là, mais c'est pas dérangeant parce que tout le reste est excellent. Et du coup, on a bel et bien une victoire d'Ilya Dragunov avec le Torpedo Moscou et notamment l'intervention de Trick Williams, puisque Trick Williams, alors que Carmelo Hayes allait placer sa descente de la cuisse, la musique de Trick Williams s'annonce. Carmelo Hayes est choqué, il voit son meilleur ami venir au bord du ring, qui ne fait rien, mais cela suffit largement à Dragunov pour revenir dans le ring, placer le Torpedo Moscou et de remporter le match. Voilà, conserver son titre. À la fin du match, on a Trick Williams qui va relever Carmelo Hayes, qui a l'air totalement inquiet. On ne sait pas du tout où ça va mener. J'ai très hâte de voir la suite. En tout cas, moi, depuis le début, je pense que Carmelo Hayes est le meilleur candidat pour être celui qui a agressé Trick Williams. Et ce qui vient de se passer à la fin de ce match semble totalement le prouver. Donc, hâte de voir la suite. Et backstage, on a Baron Corbin qui agresse Dragunov pour très certainement enfin avoir son match en 1 contre 1. On connaît Dragunov, on sait qu'il va pas du tout apprécier de s'être fait agresser et donc va très certainement accepter enfin un match en 1 contre 1 contre Baron Corbin. Du coup, on peut enfin passer à la conclusion. Du coup, d'abord avec les previews de NXT, avec notamment le retour de Lyra Valkyria qui va célébrer sa victoire face à Becky Lynch. On aura Akira Tozawa contre Noam Dar pour la Coupe Heritage. Ça, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que Akira Tozawa, je crois que je l'ai jamais vu catcher ou j'en ai pas de souvenir. Et on aura également le début des qualifications pour les Iron Survivor Challenge, voilà, du prochain PLE qui aura lieu début décembre, je pense. Et on aura également un match entre Braun Breaker et Von Wagner qui n'est pas totalement remis. Donc voilà. Et je pense qu'on va également avoir des choses sur le retour de Wesley. On aura sûrement un petit fil rouge avec Carmelo Hayes et Trick Williams. Donc très très hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode de NXT. Pour ce qui concerne Crown Jewel et Halloween Havoc nuit 2,
Crown Jewel a été un show plutôt moyen, peut-être survendu par la compagnie. Voilà, alors il n'est pas mauvais, hein, ça reste un show moyen. Voilà, hein, il mérite ce titre-là. C'est un show moyen. Il n'est pas bon, enfin, il n'est pas bon ni très bon, il n'est pas mauvais non plus. Il est plutôt moyen et prévisible pour un show de de ce calibre-là. Du côté de Halloween Havoc, Nuit 2, alors certes, beaucoup de matchs étaient assez prévisibles, hein. Dominique Mysterio, on ne voyait pas perdre son titre maintenant, genre Braun Breaker, encore moins, on voyait encore moins perdre, chez Secret Piper Niven non plus, Dragunov non plus, donc beaucoup de choses quand même assez prévisibles. Je pense que la plus grosse surprise, c'est clairement la victoire de Lola Vice du Breakout Tournament. Mais le show étant déjà plus court, hein, on a un show d'1 h 30 contre un show de 3 heures, donc déjà forcément les matchs sont plus courts à Halloween Havoc, et du coup il y a moins de chances de s'ennuyer. Et puis du coup, comme je suis plus activement les histoires de NXT, forcément je suis plus impliqué dans les histoires de ce qui se passe à NXT que dans les histoires du roster principal, même si je suis très activement les reviews des youtubeurs qui en parlent. Ça me hype pas non plus que ça ce qui se passe dans le roster principal actuellement, je dois vous l'avouer. Voilà. Tandis que ce qui se passe à NXT, au contraire, ça me hype, je suis hyper intéressé. Alors certes, j'ai hype de voir ce qui va se passer avec le retour de Kairi Sane, notamment par rapport à Asuka avec qui a formé une équipe, notamment du fait que Bayley était totalement effrayée par Kairi Sane, qu'elle avait pas l'air du tout au courant que Yoskai a fait appel à Kairi Sane, parce qu'à un moment donné, dans le match, on voit Yoskai faire un signe à la caméra, donc on pense, notamment les commentateurs font mention à ça, que Kairi Sane a sûrement fait signe à quelqu'un, et on peut penser qu'elle a fait signe à Kairi Sane, et que du coup c'est elle-même qui a appelé Kairi Sane. Du coup, est-ce que c'est pas la fin de Bayley au sein de Damage Control? Peut-être. Et en vrai, c'est la seule chose, honnêtement, qui m'intéresse après avoir vu Crown Jewel. Il n'y a rien d'autre qui m'intéresse que de savoir un peu ce qui va se passer au sein de Damage Control avec l'arrivée de Kairi Sane. Le reste, je me fiche complètement de ce qui va se passer par la suite. Alors si peut-être ce qui se passe avec Sami Zayn qui a volé la mallette, à la limite, mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse suite à Crown Jewel. Alors qu'à NXT, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Le retour de Wesley, l'histoire entre Trick Williams et Carmelo Hayes, ce qui va se passer entre Braun Breaker et Von Wagner, la célébration de Lyra Valkyria et la suite de ce qui va se passer pour son règne, notamment ce qui va se passer également pour Lola Vice, voir un peu ce qui va se passer et voir un peu qui va être qualifié pour les Iron Survivor Challenge, parce que la stipulation, je l'avais trouvé plutôt sympa. Elle est quand même assez cool à suivre, donc voir qui aura la chance d'y participer et d'avoir du coup sa chance par la suite pour le titre mondial. Donc soit de Lyra Valkyria si elle est toujours championne, ce qui sera très certainement le cas, soit contre Ilya Dragunov. Voilà, après pareil, en fait il y a tellement de choses que j'ai envie de voir, les suites des Creed Brothers, enfin voilà. Le Halloween Havoc m'a donné plus d'envie de voir la suite que Crown Jewel, donc c'est pour ça aussi que pour moi j'ai préféré Halloween Havoc. Voilà. Du coup, on va conclure là-dessus. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez pensé de Crown Jewel, ce que vous avez pensé de Halloween Havoc, lequel des deux shows vous avez préféré. Voilà. Ou si vous avez aimé les deux, si vous n'avez pas aimé les deux, si vous en trouvez que, comme moi, qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Voilà, n'hésitez pas à dire tout ça en commentaire. Quels étaient vos matchs préférés de chacun des shows? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça aussi en commentaire. Et sinon, c'est une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!